Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver comme chaque semaine et de nous accompagner durant 7 heures pour débriefer l'actualité de la semaine avec l'événement consacré à la conférence de presse de l'entraîneur national. Et oui, on l'attendait depuis 1 mois et demi, cette conférence de Djamel Belmadi. On reviendra sur la désignation du nouvel entraîneur du Cameroun. Rigobert Song est aux affaires depuis ce soir. Et puis, comme actualité, la 3e journée des compétitions africaines, les U18 qui préparent les Jeux méditerranéens. Les conséquences dans des hauts et des bas du conflit entre l'Ukraine et la Russie. La Russie ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde et on terminera avec quel changement peut apporter Djamel Belmadi avant ce match contre le Cameroun sur la liste des joueurs qui seront retenus. Pour en parler, notre invité, Moziane Eril, ancien entraîneur national. Moziane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et puis notre consultant, chroniqueur, Sid Ahmed Reddis. Bonsoir Mamar. Bonsoir à notre invité et à nos téléspectateurs. Eh bien voilà, le décor de l'émission est planté. L'actualité, votre actualité, Moziane Eril. Cette année, vous avez quitté le Wydad de Tlemcen. Aujourd'hui, vous avez pris un peu de recul par rapport au championnat ou où est-ce que vous en êtes? Je vous pose la question. Oui, ben enfin, je n'ai pas fait la bonne pioche cette année. Ouais. J'ai été dans 2 clubs qui étaient en difficulté. Même si le premier club où j'ai été, chez le Romlaïd, qui avait fait un bon recrutement de joueurs, en tous les cas, sur le plan de l'effectif, il y avait véritablement de quoi bâtir une bonne équipe. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au bout de... On avait une bonne équipe à qui manquait un peu de cohésion et un peu d'efficacité. C'est normal quand on a pratiquement une nouvelle équipe, 99%. Ce sont de nouveaux joueurs, donc il leur fallait un peu plus de temps. Mais il y avait véritablement du potentiel dans cette équipe. Et finalement, c'est parti dans le mauvais sens et les moyens n'ont pas suivi, absence de prise en charge. Et voilà, donc au bout de quelques mois, j'étais seul aux commandes, j'étais seul à tout faire et là, ce n'était pas possible de continuer. J'ai préféré... Et Tlemcen, disons Tlemcen, enfin, c'est un peu spécial, Tlemcen. J'avais un ami qui était dirigeant là depuis longtemps et avec qui j'avais toujours de très, très, très bonnes relations, qui m'avait fait appel pour donner un coup de main. J'ai été... j'ai perdu mon ami puisqu'il était décédé. Voilà. Donc ça a perturbé un petit peu ma vision des choses. Et puis j'ai retrouvé exactement les mêmes problèmes, même si à Tlemcen, les dirigeants étaient là. Ils faisaient de leur mieux. Ils n'étaient pas nombreux. Mais ceux qui étaient là faisaient de leur possible pour essayer d'améliorer le quotidien des joueurs, mais ce n'était pas possible. Moziane Eril, je vais vous poser une question directe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toute l'expérience voulue? Vous avez tout connu dans le football, du joueur que vous étiez, de l'entraîneur, le président, vous revenez aujourd'hui, DTN, vous avez tout connu dans le foot. Si je vous dis aujourd'hui le fossé s'est creusé pour caricaturer entre les riches et les pauvres, qu'est-ce que vous dites? Oui. Moi, je pense qu'il y a 2 catégories de clubs dans notre championnat. Il y a ce qu'on appelle communément les nantis, voilà. et les sans-abri. J'ai caricaturé. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais en fait, c'est la démarche qui a été prise depuis un certain nombre d'années. C'est l'option qui a été prise qui, en fait, allait inévitablement déboucher sur ce que nous connaissons aujourd'hui. Depuis le professionnalisme? Depuis le début du professionnalisme. Depuis 2010. Je rappelle juste à nos téléspectateurs que vous êtes l'entraîneur qui a remporté le premier championnat professionnel. C'était en 2010, avec l'ASO Schleff. Oui, avec l'ASO. C'est anecdotique, mais c'est une réalité aussi. Mais enfin, mais ça n'augurait pas, au bout de 2-3 années, le fossé commençait déjà à se creuser entre les clubs. Et puis, on ne sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent il faut une locomotive? 3-4 clubs. On voit, vous regardez à travers les championnats, partout, que ce soit la Tunisie, que ce soit en Europe, vous avez 3, 4, 5 clubs qui dominent la compétition et le reste. Qu'est-ce que vous dites?
Est-ce qu'on est sur le même schéma ou sur un schéma différent? La Tunisie ou le Maroc ne sont pas de bons exemples pour Très moi. bien. Hein. Oui, je crois qu'il faut regarder ailleurs, là où véritablement le professionnalisme est ancré. Vous prenez l'Égypte Vous prenez l'Égypte Oui, Par exemple. L'Égypte ou la Suisse, qui est entre où il n'y a pas beaucoup d'argent, pas dans les banques. Hein, il y a le championnat belge aussi. Il y a le championnat belge aussi. Le championnat belge, championnat portugais un peu. Mais enfin, il y a des championnats, il y a des orientations sur lesquelles on peut se baser pour essayer, en tous les cas, de faire mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Il faut réfléchir. Je n'ai pas de solution immédiate, mais je crois qu'il faut réfléchir sur ce problème de professionnalisme et voir comment on peut, en tous les cas, débloquer la situation. Il y a un projet qui sera présenté dans les tout prochains jours au gouvernement par le ministre des Sports. J'espère en tous les cas qu'il y aura des solutions qui vont débloquer un peu la situation. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 consacré à la conférence de presse de Djamel Belmadi. L'entraîneur n'a pas parlé depuis l'élimination de l'équipe nationale. Il a attendu 1 mois et demi. Rappelez-vous, après 2019 et la consécration en Égypte, il avait également attendu 1 mois et demi. Retour sur les moments forts de cette conférence de presse. Tout échec et un pas vers le succès. 1 mois après la Coupe d'Afrique des Nations, le premier responsable de l'équipe nationale d'Algérie, Djamel Belmadi, a fait son bilan. L'attente était certes longue, mais il a tenu à dévoiler les raisons de l'élimination précoce en conférence de presse. Lors de la 33e édition, la pandémie Covid-19 s'est invitée. Il était par moins de 23 joueurs à être touchés. Le capitaine Riyad Mahrez à leur tête, mais aussi Youssef Belaïli, Ismaël Benasser ou encore Ramiz El-Rouqi. Nous avons eu 5 joueurs, seulement 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. Donc 23 qui l'ont eu. Donc je vais sortir des exemples, ceux-là qu'on a vu le plus. Serge Romano qui n'a pas rejoint, puisque aussi la moitié du staff technique, dont moi-même, vous êtes bien renseigné. Sur une pelouse impraticable, catastrophique dira le sélectionneur national Djamel Belmadi, on ne pouvait espérer mieux. On est traumatisé par la pelouse, nous. Le côté catastrophique de cette pelouse. Ça, il n'y a pas de... Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, elle était catastrophique, t'as ça. L'analyse des matchs a été faite séparément. Face à la Sierra Leone, l'Algérie partait avec une longueur d'avance. Surpris par le résultat final, les joueurs étaient dans tous leurs états à la fin de la rencontre. Face à la Guinée, le but encaissé sur balle arrêtée n'était guère à la faute du défenseur. Mais un arbitre hispanophone a plus été l'avantage des Guinéens que des Algériens. Une équipe hispanophone, parce que c'est hispanophone, avec un arbitre hispanophone qui, au bout de 8 minutes de jeu, je crois, 2 cartons jaunes, beaucoup de pression, agression de nos joueurs, agression de moi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'exprimait, il voulait te manger. Face à la Côte d'Ivoire, l'Algérie a perdu espoir après le but de Franck Kessié. On fait, je vous dis, jusqu'au premier but qui vient nous couper les jambes. Les statistiques de l'équipe nationale algérienne étaient à la hauteur des espérances, sauf que l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Bardet Bounja étant en manque flagrant de réalisme devant les bois, Belmadi l'avoue. Il y a le travail qu'on fait avec lui, mais il y a surtout les attentes. À un moment donné, on est obligé, on a besoin de mettre des buts au fond. Le dossier André Delors n'a rien de personnel selon Belmadi. Le match face au Cameroun, Djamel Belmadi pourrait réaliser un rêve d'enfant, celui d'être en Coupe du Monde, et qui puisait à la tête de la sélection algérienne. Celle de 86, j'avais 10 ans. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est ça, c'est Diego Maradona, c'est tout ça. Bien sûr qu'il y a eu celle d'avant, les Pelé, tout ça. Mais moi, c'est celle-là le début de l'envie de faire ce métier. J'ai voulu faire ce métier pour faire une Coupe du Monde. J'ai pas voulu faire ce métier pour jouer contre des matchs de championnat. On va devoir faire le très gros match, peut-être un des matchs que l'équipe nationale d'Algérie n'a peut-être jamais fait. En Guinée, les Verts préparant leur match barrage. Dans le fameux Japoma Stadium, les Algériens auront une occasion de s'affirmer et tracer leur chemin pour le Qatar. C'était la première sortie de l'entraîneur national. Elle était attendue. Alors, 1 mois et demi après, il revient sur les raisons qui ont emmené à l'échec. C'est vrai que cet échec n'était pas attendu. On partait avec de fortes ambitions. Il y a eu des choix qui ont été faits, ne pas communiquer sur les cas Covid. Après, il y a eu les matchs, la réalité des matchs, l'absence des joueurs. Ça intervient à quelques jours, à moins d'1 mois de cette confrontation face au Cameroun.
Ça remet les pendules à l'heure? Bon, moi, je pense que le coach national agit de façon très intelligente, en tous les cas. C'est mon sentiment. Je crois qu'il a très bien fait d'attendre et de laisser passer un petit peu, de laisser couler, de laisser parler les autres, d'écouter ce qui se passe, etc. Puis prendre le temps de réfléchir véritablement à ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. Je crois que, comme moi j'ai lu un peu, écouté ce qu'il a dit, et je l'ai trouvé en tous les cas très honnête dans ses justifications, dans tout ce qu'il a raconté. Il ne s'est pas épargné lui-même. Il a dit j'assume. Il a je prends toute la responsabilité. Absolument. Et, je crois que c'est tout à son honneur. Et franchement, je le pensais comme ça. Il est comme je le pensais. Il est droit dans ses bottes. Hein. Il est absolument très droit, très clair avec ce qu'il fait. Et il n'a rien à cacher. Ce qu'il ressent, il le dit. Il a très bien énuméré les raisons, les petites choses qui font qu'une équipe ne soit pas bien concentrée sur son sujet. Je crois qu'il a détaillé en tous les cas les raisons qui ont emmené l'équipe et les joueurs à ne pas être dans leur forme, à ne pas être prêts pour cette compétition qui est la CAN, contrairement par exemple à notre préparation 2019. De 2019. Donc je crois qu'il sait ce qui n'a pas marché, il a raison. C'est très bien, il sait aussi ce qui doit être fait pour les 2 matchs qui restent. Je crois qu'il l'a très bien dit. Il a dit moi, ma vie, c'est ces 2 matchs-là et ma carrière. Il a employé des mots très forts. Ah bon, il dit c'est les 2 matchs de toute une vie. Oui. Sur le plan footballistique, bien évidemment, sur le plan sportif. Parce qu'il connaît très bien la mentalité des Algériens. Il sait que aller en Coupe du Monde, c'est nécessaire pour l'Algérie. Vous avez été Et ça fera oublier l'échec en Coupe d'Afrique surtout. Non, je crois qu'il l'a assumé. L'échec est assumé. Non, je dis pour les Algériens. Oui. Non, les Algériens ont pardonné. Tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas ingrats, les Algériens. Hein. Ils savent très bien ce qui a été réalisé par Belmadi et par l'équipe jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a un échec qu'on oublie ce qui a été fait. Et je dis ça parce qu'on lui est un peu tombé dessus quand même. Après l'échec, on lui est un peu tombé dessus, on a sorti les bâtons. Et là, c'est bien qu'il assume. Et c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. C'est pas les supporters. Parce que les supporters non, les supporters, non. Bon, ceux qui attendent au tournant sont connus. Hein, d'ailleurs, il y a une déclaration forte lors de cette conférence de presse. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Il dit, au sein même de cette salle, il y a des gens qui ne veulent pas nous voir aller en Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il remet en cause quelque part le nationalisme de certains. Il dit, oui, c'est vrai, on est algérien. Mais certaines personnes je ne pense pas que ça soit le nationalisme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je pense que des fois, on n'aime pas la réussite de certains. C'est pour dire, il ne remet pas en cause le nationalisme, j'ai dit. Ouais, non, il ne remet pas en cause le nationalisme. Ça reste, tout à fait. Ça reste. On n'aime pas des fois la réussite, mais je pense que ça reste une minorité. Oui. Parce que tout cela, je ne sais pas si Moziane sera d'accord avec moi, beaucoup ne veulent pas. Ils ont une idée en tête. Ils ne veulent pas se déjuger parce qu'ils ont eu tort. Et il y a eu la réussite à la clé. Donc on reste sur notre position. Ce qui a été développé. Et d'autant plus quand on a en face de soi un homme qui est rigoureux, qui a un certain nombre de principes. Il est droit. Quoi qu'on fasse, il garde toujours la ligne, sa ligne de conduite. Droite. Bon, et surtout, c'est quelqu'un qui dit les choses crûment. Absolument. Donc il est soumis aux critiques, mais il assume, il le sait. En tous les cas, moi j'ai trouvé sa conférence de presse très honnête et il a été très explicite sur ce qui s'est véritablement passé. Il a relaté les faits sur le plan de la chronologie du départ. Il a parlé de la Coupe arabe. Vous lui avez même posé la question, Mme Djebot. Donc il revient sur la Coupe arabe. Et sur l'aspect de la préparation, vous l'avez si bien dit, ce n'est pas les mêmes conditions qu'en 2019. Donc aujourd'hui, il assume clairement, pleinement, et il passe, il tourne la page. D'ailleurs, il y a une déclaration forte de la part de Belmadi. Il dit, 2 jours après l'élimination, je me suis mis au travail pour préparer le match du Cameroun. 2 jours après. C'est-à-dire qu'il sait où il va. Ah, il va plus loin. Pas 2 jours. Il dit, on monte, prenant l'avion, avec son staff, il s'est réuni. Il a dit, le vol, j'avais l'impression qu'il avait fait 20 minutes, alors qu'il fait 7 heures. Ils ont bossé pendant tout le vol, c'est-à-dire tout de suite après.
Je pense bon, ça, c'est le quotidien ou c'est la vie des entraîneurs. Ça, c'est le professionnalisme. C'est le professionnalisme, vous tournez tout de suite la page. Vous ne pouvez pas rester Belmadi. sur un échec. Absolument. Moi, je voudrais rester avec vous. Mosiane, je ne vous ai pas entendu sur la Coupe d'Afrique des Nations. On gagne la Sierra Leone, ça change la vie. Oui. Et quand on regarde ce match, je ne sais pas si vous avez vu les stats, moi je les ai eu les stats, moi je suis resté sur une stat, 10 passes décisifs de but. Et on met aucun ballon au fond des filets. C'est-à-dire, bon, la réussite n'est pas au bout, et si on gagne ce match, ça change complètement la vie du tournoi. Ça, effectivement, c'est encore un détail de plus qui vient, en tous les cas, renforcer ce que venait de dire Belmadi. Il y a des petits détails qui font que l'équipe n'était pas au top de sa préparation et la succession après de petites choses. Tout à fait. Cette statistique prouve en tous les cas qu'il y avait continuité, même dans les matchs, de ce, j'allais dire, malaise de l'équipe pendant cette CAN-là. Il y a des choses, il y a des prémices, il y a des petits signes qui vous font en tous les cas penser que les choses ne vont pas se passer comme ça. Et parfois ressentir ces choses-là, surtout pour un entraîneur. Absolument. Et Mosiane, moi je pense également, parce qu'il y avait cette série, mais cette série elle est magnifique, de 35 matchs sans défaite, elle est magnifique et on n'enlèvera pas à l'équipe d'Algérie. Ça c'est une chose. Mais je pense que ce but encaissé contre la Guinée équatoriale, on ne va pas refaire le tournoi, mentalement, ce jour-là, moi j'étais au stade et je voyais les joueurs, on avait l'impression, après ce but, que les jambes faisaient 10 tonnes. Ils n'arrivaient plus à courir. Ça les a... En fait, c'est une réaction tout à fait normale et naturelle. Humaine. Quand on se sent fort, quand on part déjà avec les faveurs du pronostic. Et puis quand on était attendu. Et puis on a des joueurs de classe renommée mondiale. mondiale. Exactement. Donc on n'accepte pas au fond de soi de recevoir, de concéder un but de la part d'une équipe telle que. Et surtout le timing du but. Ça vous plombe les pieds. Ils ont eu 3 corners. La Guinée équatoriale, 3 corners, ils marquent sur l'un des corners. Aucun de nos joueurs ne s'attendait à concéder. Et c'est une équipe qui joue avec un bloc bas, qui est restée. Elle a laissé faire le jeu. Bon, après, on se fait prendre. Et c'est pour ça que la réaction a été de voir les joueurs étaient. Ils se demandaient ce qui se passe, en fait. Ils n'avaient pas de solution. Ils n'avaient pas de... Tout à fait. Ils se disent, mais comment une équipe comme nous, on n'arrive pas à marquer, eux, ils nous ont marqué un but. Mais il y a des choses qui... Et pendant ce temps-là, le match se déroule et puis les petites choses, des petits signes continuent à se manifester. On n'arrive pas à marquer. Alors, après, dans la tête d'un joueur, Mohamed Djibril, je pense que c'est vraiment pas évident, surtout quand on encaisse un but à ce moment-là du match et qu'on a dominé pratiquement tout le match. Et là, sur une demi-occasion, c'est-à-dire que la Guinée équatoriale, ils sont restés derrière pratiquement tout le match. Sur une demi-occasion, un corner anodin. D'ailleurs, on se souvient du corner, c'était Ben Sebaini qui était revenu défendre sur une contre-attaque. Donc là, sur une demi-occasion, on encaisse ce but. Et vraiment, ça plombe le moral des joueurs. On a vu la réaction sur le banc des remplaçants. Ça donnait une cartographie de l'état exactement. Qu'est-ce qui se passe ? On avait l'impression que le ciel était tombé sur la tête. Mais en fait, même à la fin du match, il n'y avait pas une très grosse déception. Pourquoi ? Parce que, au fond, toujours, on pensait qu'on avait les capacités de revenir pendant les 2 autres matchs. Donc, on était sûr... Plutôt le dernier match, voilà, à Côte d'Ivoire. De passer, en tous les cas, on avait encore des chances de passer. Ils y croyaient encore. Donc, le premier match, c'est vrai que ça nous a un petit peu plombé, mais ça ne nous a pas anéanti. C'est le deuxième match qui nous a un petit peu... C'est la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, oui. Qui nous a un petit peu... Et également, dans le même temps, je le dis, et justement, vous qui avez sillonné l'Afrique, qui avez été entraîneur national, quand on dit, j'ai eu l'impression à chaque fois de lire, d'entendre chez les supporters, mais non, c'est rien, cette équipe, on va les battre. Il n'y a pas de petites équipes, notamment, surtout sur un tournoi. C'est un petit peu la démonstration qui a été faite sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait, je crois qu'il n'y a plus de petites équipes. Moi, ce qui m'a plu dans ce tournoi final, c'est que les équipes supposées petites équipes, les Comores, ont beaucoup progressé, notamment sur le plan tactique. Ce sont des équipes qui sont en place, qui savent défendre, qui savent jouer en bloc, que ça soit en bloc haut, médian ou bas. C'est des équipes qui sont actives et on sent qu'ils ont un plan de jeu et qu'ils le respectent. Avant, ça n'existait pas en Afrique. Avant, c'était la condition physique et la qualité individuelle qui primaient. Aujourd'hui, toutes les équipes
ont un certain niveau tactique qui leur permet, en tous les cas, de bien négocier de les gérer rencontres. les rencontres. D'ailleurs, quand on Absolument. voit, à juste titre, les deux nations qui disputent pour la première fois une Coupe d'Afrique, une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les Comores et la Gambie, ils font un tournoi exceptionnel. Absolument. On voit, ils ont tenu tête à de grosses équipes, le Cameroun, dans l'autre groupe, le C'est la Sénégal. chance du débutant. Donc, Donc, quand je dis le comme dirais ça. pas. Je le dis. Bon, enfin, c'est vrai qu'on Oui. on dit les choses de cette façon-là, mais quand on les voit évoluer Ils sur ont un progressé. terrain, on sent qu'il y a de l'intelligence dans leur jeu. Oui. Ils ne jouent pas Non, il y a un plan de qu'avec jeu. leur Il y a- qualité. il y a un plan de jeu. il y a du ils le travail, respectent. tout simplement. Et Il y a ça, du c'est travail qui a important. été fait. Et là, aujourd'hui, tout le monde sait que quand on est bien organisé défensivement, on peut tenir. Quand un vous peu- avez on l'assise peut tenir la défensive, route. vous On peut pouvez tenir. la route. Bah, il faut tenir. Je voudrais revenir avec vous également. Le Sénégal, vainqueur du tournoi, on l'a vu, qui a débuté difficilement le tournoi, puisqu'avec 2 matchs nuls et une victoire, ils sont passés. Après la suite, on la connaît, ils sont gagnés en finale. Comme quoi, rien n'est facile. Également, ça le démontre et ça renforce ce qu'on vient de dire. Allez, on va se projeter un peu sur ce match contre le Cameroun. Je pense que les joueurs ont tourné la page, parce que chacun, ils ont retrouvé leur quotidien. Ils ont, pour l'ensemble des joueurs, Belaïli notamment a retrouvé un club, d'autres une place de titulaire, Mahrez qui revient à son meilleur niveau parce qu'il y a également avec la compétition européenne. Quand on joue un adversaire qu'on n'a jamais gagné et on retourne sur un stade où on a connu notre première défaite après 3 ans, on vient avec un esprit de se surpasser, et en plus, ils font exprès les Camerounais de nous emmener à Japoma. En tous les cas, on sait où on va. Ça, c'est déjà important. Il y a les repères. Il y a les repères. Oui. Et puis, on connaît l'équipe. Ce n'est pas une équipe qu'on va découvrir. On a déjà vu jouer, donc on connaît ses forces, ses faiblesses. Et c'est vrai qu'ils viennent de changer d'entraîneur. Alors donc, justement, j'arrive. Rigobert Song, aujourd'hui, a été nommé par le président Paul Biya, président de la République. C'est lui qui le nomme à la place de Conceição. Il y avait un conflit Conceição, Samuel Eto'o. Ministère. Donc, Rigobert Song, l'ancien international, le joueur africain qui a participé à 5 Coupes d'Afrique des Nations. C'est lui qui a le record. En tous les cas, lui, c'est clair, il va apporter un peu plus de... Niaque. un peu plus de Ah, nerf dans il l'équipe. Ah oui, il va y avoir plus de hargne dans le jeu, etc. C'est la qualité des anciens joueurs qui savent comment chauffer un petit peu les... Et d'ailleurs, il était comme ça, lui, étant voilà. joueur. Donc, pour ce qui nous concerne, on ne part pas à l'aventure. Donc, on sait quelle équipe on a en face, les conditions de jeu. J'espère en tous les cas que la pelouse sera meilleure que ce qu'elle a été pendant cette CAN. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Voilà, donc, J'allais vous dire, est-ce que vous pensez que l'état de la pelouse va s'améliorer et que les responsables du football camerounais vont faire l'effort, ou est-ce que les Camerounais nous ont emmenés là-bas parce qu'on a eu des difficultés à jouer Non, et à évoluer sur cette pelouse? Mais les Camerounais aussi ont une équipe technique, de la technique, qui a besoin d'une bonne pelouse pour Ils ont pouvoir joué sur ce pratiquer. stade-là, Ouais, enfin absolument. dans ce stade-là, et sur cette pelouse-là, et ils avaient remporté leur match 2-0, rappelez-vous. Oui, mais ils jouent essentiellement sur les centres. Il y a Karl Toko Ekambi, il y a Boubacar qui attendent beaucoup, vrai qu'ils et ont- ça joue beaucoup sur ils centre ont parce beaucoup de qu'ils ont une certaine présence morphologie, physique, exactement. Oui, mais attendez, les Camerounais, ils ont eu un tapis rouge. Hein. Oui. Ils ont un tapis Oui, oui. rouge. Hein. C'était fait pour Pour la qu'ils gagnent, route. pour aller, Oui, bien sûr. pour aller en finale. Bon, ils n'y vont pas en finale, mais vous avez mais je rejoins Mosienne quand il dit c'est des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats. Donc ils ont l'habitude de jouer sur de belles Absolument. pelouses. Tout à fait. Mosienne, quand on parle de la pelouse, l'entraîneur national en parle beaucoup. Et il explique pourquoi. Certains ne sont pas convaincus et vous disent mais c'est la pelouse, on n'est pas les seuls. Il y a 2 équipes sur cette pelouse. D'accord, mais en fait, nous, on a des joueurs qui sont très techniques. Donc, on a une bonne maîtrise du ballon quand il y a la condition. Quand il y a la condition nécessaire, c'est avoir une belle pelouse. Sinon, tout notre jeu est décalé. Il vous faut plus de temps pour faire des perd notre contrôles, jeu. il vous faut plus de temps pour transmettre le ballon. Donc le jeu tanné, il est décalé. Donc, et à ce moment-là, on n'est plus la même équipe. C'est pour cela Soit on que perd en la vitesse. condition de jeu, la première des conditions, c'est d'avoir une belle pelouse. Quand on a une belle pelouse, on joue à notre rythme, on joue à notre vitesse. Et ça, c'est important pour Alors, notre équipe. moi, concernant la pelouse, Mamadou Djibo, je voudrais poser une question à M. Mzenéril. Beaucoup ont pris comme exemple le match, notre dernier match face à la Côte d'Ivoire, en disant que la Côte d'Ivoire aussi avait des joueurs talentueux qui jouaient en Europe. Je citerai Pépé, Caissier, Ah, l'air, Pépé. Caissier, il y a tous, beaucoup de ils joueurs. jouent. Et ce jour-là, ils n'ont pas eu de mal
à maîtriser le ballon et à se créer des occasions avec des combinaisons à 3, à 2, des jeux dans la profondeur. Beaucoup se disent pourquoi notre équipe nationale n'a pas réussi à faire ce qu'a fait la Côte d'Ivoire sur ce terrain-là. Indépendamment du terrain, on avait parlé dès le départ qu'il y avait des conditions, des petits signes, des petites choses qui ont fait que l'équipe n'était pas, bien sûr, qu'elle n'était pas dans ses meilleurs moments. Donc, en plus de cela, ajoutez-y une pelouse qui a handicapé nos meilleurs joueurs. Tout à fait. Elle a handicapé nos meilleurs joueurs. Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché dès le départ, avec toutes les petites choses qu'il y a eu. Ben c'est vrai qu'après, à la fin, on ne pouvait pas espérer un meilleur rendement. La stat qui dit, la stat qui montre que nous n'avons jamais battu en match officiel le Cameroun, elle trotte un peu dans la tête des joueurs ou bien les joueurs aujourd'hui je crois que c'est une génération qui n'a pas ces repères-là. C'est une génération qui a plus dans la tête qu'on est capable de faire 35 matchs ou 33 matchs. Des compétiteurs. 35. Ce sont des compétiteurs. Je crois que ce qui s'est passé avant cette génération, nous y avons pensé à un moment donné, mais je crois que cette génération... L'un des plus beaux matchs, vous n'y étiez pas, vous étiez votre dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 82, l'un des plus beaux matchs, c'était en 84, et on l'avait perdu, Mahmoud Gendouzi avait raté c'était un des très beaux matchs, la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Mais là, ça reste historique, Mahmoud Gendouzi. Et il y a eu... Ça reste historique, pourquoi je dis ça? Parce que peut-être à travers l'histoire, c'est vrai que c'est notre bête noire. Nous n'avons jamais gagné le Cameroun. Mais comme le dit si bien M. Mzenérel, sur cette génération-là, il y a eu peut-être 1 ou 2 matchs face au Cameroun, pas plus. Ces joueurs-là n'ont pas beaucoup affronté le Cameroun. Donc c'est vrai que c'est historique, ça reste... Il faut vaincre le Sine indien pour aller en Coupe du Monde. Mais cette génération-là, comme il l'a si bien dit, ne connaît pas cette il y a histoire. Il y a eu la génération de Tasfaout. Oui. C'était en 2000. Oui. Vous avez battu 2000-2002. 2000, c'était en 2000, Coupe après, en d'Afrique des 2002. Nations. Et je peux vous dire, parce que j'avais fait le match, on les avait dominés en deuxième mi-temps, mais comme dirait l'autre, le ballon ne voulait pas rentrer. Ils nous ont battus 2-1. Ça arrive donc comme ça, il y a des bêtes noires, et bien peut-être ça sera l'occasion de mettre fin à cette mauvaise série face aux Lions indomptables du Cameroun. Le match prévu, aller le 25 à Japoma, le match retour le 29 au stade Mustapha Tchaker. On reste sur les compétitions africaines, cette fois-ci des clubs, avec la 3e journée pour nos clubs. L'entente de Sétif qui perd, Kouki qui part, le CRB qui gagne à la toute dernière minute, et la JS Saoura qui remporte, qui fait match nul, un but partout contre les Libyens d'El Ittihad. Compte rendu, Maïssa Krepazza. Pour cette 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine, après avoir débuté de la meilleure des manières, lors de la première journée en s'imposant à l'extérieur, l'entente de Sétif se met en difficulté cette fois-ci en s'inclinant pour la 2e fois consécutive. Après la défaite face au Raja à domicile, les Sétifiens reviennent bredouilles de leur déplacement en terre du sud-africaine. Ils sont battus par l'Amazulu FC sur le score d'1-0. Ce résultat oblige l'entente à réaliser un sans faute lors des 3 prochaines rencontres pour espérer la qualification en quart de finale de cette prestigieuse compétition. De son côté, le Shabab de Belouizdad, opposé au maillon faible du groupe, n'avait qu'une seule et unique alternative s'il voulait maintenir ses chances de qualification. La victoire et rien d'autre. Les coéquipiers de Draoui ont mené leur intention de marquer rapidement en mettant la pression sur leur adversaire et se sont montrés dangereux, mais n'ont toutefois pas réussi à trouver le chemin défilé avec beaucoup d'occasions ratées. Il aura fallu attendre que Merzougi soit sur le terrain pour faire basculer la rencontre. En inscrivant ce but, à la 77e minute de jeu, il pensait donner la victoire aux siens. Mais Baruti, du côté de Galaxy FC, ne l'entendait pas de cette oreille. Il a réussi à remettre les pendules à l'heure à la 84e minute. On pensait alors que le CRB se dirigeait vers un 3e match nul de suite. Ce n'était sans compter sur le renard des surfaces. Merzougi, encore lui, profite d'une balle repoussée par le gardien pour inscrire le but victorieux dans le temps additionnel de la partie, offrant au CRB 3 précieux points et la tête du groupe en compagnie de l'ES Tunis. En Coupe de la CAF, la JS Saoura aura tout connu dans cette compétition. Une défaite, une victoire et le nul obtenu hier face à l'Ittihad de Libye. Dans un match pauvre en occasion, les partenaires de Hamidi se vont surprendre par la vitesse des Libyens à la 22e minute sur une action bien menée.
Zahabia, l'ancien de la JSK, inscrit le premier but du match. C'est encore une fois une balle arrêtée que les soudistes trouveront la faille. Une égalisation de Ouis qui fait du bien et qui permet à Saoura de rentrer avec 1 point dans son escarcelle et qui reste dans une position d'attente pour la qualification au prochain tour. Mosiane Eril, on va débuter avec l'Entente de Sétif, qui n'a pu capitaliser sa victoire en Guinée, puisqu'elle enchaîne 2 défaites de suite, l'une contre le Raja de Casablanca, 1-0, et cette fois-ci contre Amazulu, 1-0. C'est l'extra-sportif qui a ressurgi sur le terrain, avec Djahnit, il se prive de Djahnit, l'histoire de Djahnit où il montre sa fiche de paie, je pense qu'ils ont très mal géré ce problème. Et tout ça a une répercussion inévitablement, inéluctablement. Vous savez, le football, c'est pas... Il dépend, le résultat dépend d'une succession de petites choses. C'est dans le détail. Bien sûr. Aujourd'hui, si vous dormez mal, vous avez 2 ou 3 joueurs, vous avez une équipe qui n'est pas efficace. Absolument, qui est affaiblie. Si vous ne savez pas comment parler à vos joueurs et que vous arrivez à les énerver, etc., que vous créez un petit problème sur le plan... émotionnel et ils ont une réaction négative, vous avez un résultat négatif. Le football, le joueur de football, quand il faut le préparer, on ne le prépare pas que physiquement et tactiquement. Il faut lui créer des conditions où il doit évoluer dans de bonnes conditions. À la limite, il faut qu'il aille au match prêt pour se battre, prêt pour se donner à fond. Si, dès le départ, vous le chargez sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, vous le démolissez sur le plan spirituel, et après vous allez lui demander de faire de bons résultats, vous allez performer. Bien sûr, c'est pas possible. Ce n'est pas une machine, c'est un humain. Bien entendu. Et puis les gens, moi je veux bien quand ils disent il faut faire la part des choses. Même si vous n'êtes pas payé, le joueur il doit honorer les couleurs du club. Oui, je suis d'accord. On honore les couleurs du club. Oui, bien sûr qu'on va les honorer, les couleurs du club. Mais auparavant, il faut honorer aussi les engagements qui ont été pris avec les joueurs. On ne peut pas demander... De divulguer le salaire ou ce qu'a reçu le joueur. Est-ce que là, vraiment, ils ont tout faux? Absolument. Je crois que c'est pas responsable en tous les cas, c'est irresponsable. Parce qu'on a voulu jouer le joueur d'en arriver là. On a voulu jouer le joueur, mettre le joueur, jeter le joueur en pâture. On peut à la limite sanctionner un joueur, mais pas au point de divulguer sa fiche de paye. Ce type de document. C'est confidentiel. Moi, je pense. On peut absolument prendre une décision. Gall, on ne le prend pas. Il joue pas. Il n'est pas bien, on ne joue pas, on le met de côté, il ne joue pas. L'entraîneur accepte, tout le monde accepte. D'autant plus que les joueurs sont allés du côté de... Enfin, les joueurs n'ont pas voulu s'entraîner le jour où Akram Djahnit a été, on va dire, remercié par les dirigeants et sommé de quitter le terrain. Les joueurs ont pris position et sont allés ils sont restés solidaires avec leurs coéquipiers. Souvent, on dit que le football n'est pas une science exacte. Moi, je dis oui, le football n'est pas une science exacte sur le plan résultat, sur le plan sportif. Mais sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, c'est une science exacte. Il faudrait que tout soit fait comme le voudraient les règles pour préparer un match. C'est-à-dire le mettre dans les conditions idéales pour qu'il puisse aller performer sur le terrain. Voilà, bien sûr. En d'autres termes. Et d'ailleurs, Sétif, je pense que là, ils se sont mis en difficulté. Le Kouki, il a compris que c'était devenu ingérable. Il a préféré partir. Oui. Donc, alors ajouter à cela le Kouki qui part, le cas Akram Djahnit, les joueurs qui sont mécontents, je pense que ça va être très compliqué pour les Sétifiens. Absolument. Et Sétif, pourtant, ils n'ont pas l'habitude de... Ils ont l'expérience de la compétition africaine. Ils n'ont pas l'habitude, ils ont cette expérience, ils ont des dirigeants qui ont aussi connu ils ont leur moment de gloire, etc. J'étais vraiment étonné par la tournure prise, en tous les cas, par cette affaire de l'entente. Mais enfin, c'est dommage parce que Sétif avait la ils ont gagné le premier match. Ils avaient la possibilité de faire mieux, en tous les cas, d'avoir un parcours meilleur. Peut-être pas la première, mais il y avait une place pour la deuxième place. Pour la deuxième place. Chabab El Belouizdad qui gagne à l'extérieur, le CRB qui fait un pass parce qu'ils ont 2 matchs à domicile. S'ils battent l'Espérance, ils gagnent face à l'équipe du Botswana. Je
pense que le CRB est bien parti pour se qualifier au quart de finale, à un stade qu'ils avaient atteint la saison dernière. Je crois que le CRB est l'une des équipes qui a le plus de chances, en tous les cas, d'aller loin dans cette Champions League, de faire mieux que l'année dernière. Je leur souhaite. C'est demi-finaliste. Mieux, c'est demi-finaliste. Voilà. Et c'est possible. Et c'est possible. Je crois qu'il y a un bon effectif, il y a de bons éléments, il y a aujourd'hui l'expérience. Ils ont l'expérience, que le CRB est revenu dans le giron africain. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous les avez suivis, ce qui est intéressant, c'est l'incorporation de jeunes joueurs à doses homéopathiques. Je pense à Belkhir, je pense à Bourras, je pense également à un autre joueur dont le nom m'échappe. Ils sont talentueux, ces joueurs. Il y a du talent, mais c'est bien qu'on leur donne une chance sur la compétition africaine, parce que là, il faut élever son niveau de jeu sur la compétition africaine. On n'est pas dans le championnat. Quand on a le talent, exactement. Peu importe l'âge. Que ce soit un match de championnat, un match de Coupe d'Afrique, quand on a le talent, on l'exprime le meilleur exemple, Kylian Mbappé. Absolument. Je crois qu'on peut jouer contre... Et peu importe l'âge qu'on a. N'importe quel âge. Même si on est jeune, si on a le talent, on est incorporé. Nous, moi, j'ai eu la chance de jouer très jeune. Moi, à l'âge de 18 ans, j'étais en équipe nationale. Donc, il n'y a pas de paramètres j'allais dire stable et immobile. Tout change dans la vie. On peut avoir de jeunes joueurs de 18 ans qui peuvent participer à une Coupe d'Afrique et qui peuvent être très bons sur le terrain. Il y en a eu sur cette Coupe d'Afrique, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Hein. Oui. La JS Saoura que vous avez entraîné, qui fait match nul contre l'Ittihad. Le football libyen, certains ont tendance à penser que le football libyen est faible. Moi, je dis, c'est un football qui n'est pas bien organisé, mais le talent existe. Tout à fait. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Tout à fait. Les Libyens ont toujours eu de bons joueurs. À un moment donné, c'est vrai que c'est un peu difficile, compte tenu un peu de ce qui se passe en Libye. Dans le pays. Mais il y a du talent. Il y a du talent. Et aujourd'hui, chaque année, il y a des équipes qui sont au premier tour, au deuxième tour des compétitions africaines. Et donc, je crois que la JS Saoura a bien négocié son match en Libye. Mais le plus dur, ce sera le match retour. C'est le match retour. Le match retour, les Libyens savent très bien attendre, ils sont patients. Ils ont un bloc bas qui est très... Et puis, ils ont des joueurs qui jouent en contre-attaque et en attaque rapide, extrêmement rapides, vifs, et qui peuvent encore créer, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur le premier but. Chez eux, ils ont joué de la sorte. Absolument. Ils jouent sur un bloc bas, ils attendent l'adversaire, ils laissent la possession à l'adversaire et ils se projettent sur contre-attaque. Ils ont beaucoup de difficultés à assumer dans la possession de balles, etc., à assumer de diriger une rencontre. Ils laissent l'adversaire. Donc ils vont faire exactement. Mais ils sont redoutables sur contre-attaque. Absolument. Je rappelle qu'ils avaient remporté leur premier match contre Orlando Pirates, qui est une référence sur la scène continentale, club sud-africain, 3-2. Tout à fait. Je voudrais revenir à une sélection, les U18. Les U18 entrent en préparation. 4 clubs sont les joueurs de 4 clubs, USMA, Paradou, CRB, Entente de Sétif, composent cette sélection des U18. On est à 4 mois des Jeux méditerranéens. Est-ce que vous pensez qu'en 4 mois, on peut avoir une équipe compétitive? C'est prendre des risques. Hein. Absolument. D'autant plus qu'à 4 mois, vous n'allez pas les garder 4 mois de préparation. Ils ne sont pas en stage permanent. C'est pas un stage permanent. Là, ils seront en stage du 27 au 3, du 27 février au 3 mars. Une semaine, quelques jours, et puis les reprendre une autre fois quelques jours, etc. Bon, c'est vrai que le gros du travail se passera au niveau des clubs. Et que après, c'est le talent. C'est vrai que s'il y a du bon talent, on aura une bonne équipe qui va peut-être démontrer de très belles choses, mais si le talent n'existe pas, on ne comptera pas sur la préparation pour, à tous les cas, être prêt sur le plan tactique. Ça sera difficile. Après, moi, je pense que des joueurs, en ayant été joueur, c'est une motivation de jouer des Jeux méditerranéens, des Jeux olympiques. Oui. Une compétition comme ça, un grand tournoi, un événement majeur,
ça booste un peu les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on pourrait voir certains joueurs sortir du lot, ils pourraient taper dans l'œil de certains clubs. C'est l'occasion de se mettre en Exactement, évidence. il y aura des managers, des agents de joueurs. On attendra pour voir, on attendra le tirage au sort. Mais ce qui est sûr en Mazienne, on est bien loin des années 75, où les Jeux méditerranéens, je le rappelle, Oui. et où c'était l'équipe A qui jouait, c'était des équipes amateurs qui venaient, il y avait des grands stars du football méditerranéen. Le football méditerranéen, à un moment donné, les Jeux méditerranéens étaient une référence. Ouais. Les grandes nations, mais au niveau de la Méditerranée, on avait on se rappelle du fameux match qu'on a eu Contre la France. contre la France et aussi les Jeux Le tournoi de méditerranéens. Split, Le tournoi de 79. Split. Le tournoi de à Nîmes, à Nîmes, où l'équipe tout à nationale fait. entraînée Et par Exouas. on a eu, Face à l'Italie, on avait éliminé l'Italie. Hein. on a toujours eu une participation, même à Almeria, en Espagne. en Espagne. On a toujours eu une participation honorable. Parfois, on a été très loin dans cette compétition. Parfois, on n'a pas été suffisamment prêt pour ce genre de compétition. Mais ça va être, c'est pas une compétition simple. Non, c'est pas simple. Mais c'est bien, on va avoir du talent. Parce que au niveau du bassin méditerranéen, sur ces tranches d'âge, il y a de très bons joueurs. absolument. Ça va nous permettre au grand public de découvrir également les joueurs de demain, hein, les joueurs qui vont faire les beaux jours des clubs professionnels. Allez, on enchaîne avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés aux mesures, aux décisions prises par la Fédération internationale de football. Je me tourne vers vous, Sidi Ahmed, pour nous rappeler les mesures. C'est l'exclusion de la Russie, de la L'équipe Coupe du Monde. nationale et de tous les clubs russes de toute compétition. Et également l'UEFA, qui a- retire son contrat et qui met Avec Gazprom. fin à son contrat avec Gazprom, qui a duré quand même 10 ans. 10 ans, C'est- Gazprom, sponsor majeur. Exactement. Et aujourd'hui, ils mettent fin à une grosse partie des revenus de cette compétition. C'est pas moins de 40 millions d'euros par an. Très bien, on va revenir sur cette décision de la Fédération internationale de football. Le monde du sport a réagi de diverses manières. Le sport n'est pas là pour prendre des sanctions sur des mesures politiques, mais beaucoup plus sur des situations sécuritaires. Appel de boycott. Message. Conséquence, la finale de la Ligue des champions européenne ne se jouera pas le 28 mai sur les terres russes de Saint-Pétersbourg, mais à Paris au Stade de France. Des clubs qui rompent avec leurs sponsors, le club allemand Schalke 04 envers Gazprom et par Manchester United envers Aeroflot, suscite beaucoup de questions, et ce pour que le sponsor ait plus de visibilité ou pour diminuer la recette des clubs. Gazprom restera le sponsor de l'UEFA, une affaire à suivre, vu qu'on n'a pas de remplaçant, et que le sport ne rentre pas dans la politique, et à contre-courant, le président serbe Alexander Vučić s'est dit engagé auprès des équipes sportives russes de la discipline football et basketball si elles déplacer les matchs en Serbie et dans des meilleures conditions. Le président de la FIFA a pris une position, les présidents de la Fédération de Pologne, Suède et Tchèque refusent de jouer les matchs barrages de la Coupe du Monde contre la Russie. Le message de Cristiano Ronaldo, en basket le report des matchs de l'Euroleague, jeudi et vendredi dernier, la relocalisation des matchs des clubs russes en dehors de leur terre, des décisions ont été prises afin de protéger l'intégrité et la continuité de la compétition, ajoute le communiqué de l'Euroleague. Tornik Shengilia, 30 ans, quitte le CSKA Moscou. Le Géorgien ne terminera pas sa deuxième saison avec le club russe. Des clubs qui refusent de voyager en Russie. La Formule 1 avait pour sa part choisi la voie de l'annulation. Le Grand Prix de Russie prévu le 25 septembre à Sochi ne verra pas le jour. Le message du tennisman russe Andrei Rublev. Une saison spéciale nous attend dans le monde du sport. Après la pandémie Covid-19, le monde du sport s'apprête à vivre une nouvelle étape cruciale, celle du conflit russo-ukrainien. Loading. La politique qui prend le dessus sur le sport. Alors que les messages... Parfois, ça fait bon ménage et parfois, ça fait désordre. Mais on a vu, il y a une pression, la pression on a vu la Pologne, la Suède, La France. qui ont demandé à ce que la FIFA exclue la Russie. La réponse est venue très rapidement de la Fédération internationale de football. Vous êtes étonné de cette célérité dans la décision? Bon, vous dites, avec bon, tout ce c'était qui une se passe conséquence. et avec toutes les informations que nous avons et avec toutes les explications qui sont données par diverses télévisions, par diverses sources d'informations,
Voilà, quand on ne peut pas réagir à un événement, on fait dans l'agitation. Donc voilà. La Russie organisatrice de la dernière Coupe du Monde. Bien sûr. Il y a une action de la Russie et face à cette action, voilà, il y a des petites réactions. Voilà, c'est les clubs, football, on joue pas, on vous invite pas, on n'y va pas, etc. La Russie au bord des accusés. Mais pour rappeler, pour rappeler un peu comment se sont déroulés les faits, c'est-à-dire que là, la FIFA suit un peu le sillon du CIO. Parce que, souvenez-vous, la FIFA, au départ, avant que cette sanction ne tombe, d'exclure... avait fait tout comme le CIO, puisque les athlètes russes étaient suspendus pour dopage. Non, pas uniquement, mais je parle des décisions prises par la FIFA au départ. C'est les mêmes que celles du C'était non pas exclure la Russie de la Coupe du Monde, on parle de football, on va rester sur le football. Pas le même drapeau, le drapeau exactement, du CIO. Que l'hymne national ne soit pas joué, qu'ils ne jouent pas sous le drapeau de leur pays. Donc là, c'était dans un premier temps. Après, il y a eu ce communiqué de la Fédération polonaise de football qui a incité certains pays comme la Suède et notamment les pays qui devaient aller jouer les barrages de la Coupe du Monde en Russie, qui étaient potentiels adversaires de la Russie. Ils ont fait pression. Par la suite, la décision vient de tomber d'exclure la Russie de la Coupe du Monde et de toute compétition à l'avenir. Donc, ça s'est fait de la sorte. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, il y a un peu du deux poids, deux mesures. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je me souviens de Konaté, je ne sais pas si vous vous rappelez. Konaté, en 2009 ou en 2008, si mes souvenirs sont bons, il jouait au FC Séville, avait, après un but marqué, brandi un message fort pour la Palestine, il avait été suspendu. Or qu'aujourd'hui, ça se fait le plus normalement du monde. Donc là, aujourd'hui, on dit souvent que le sport est apolitique quand ça les arrange. Je vais revenir, vous êtes revenu sur Konaté, on va appuyer sur le bouton avec la machine à remonter le temps. L'équipe du Front de Libération Nationale n'avait jamais été reconnue par la Fédération internationale de football. Donc il faut se souvenir, il ne faut pas oublier. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils ne les ont jamais reconnus. Il a fallu l'indépendance de l'Algérie pour que cette équipe soit reconnue avec les joueurs talentueux. Et là, encore une fois, je voudrais rajouter quelque chose. Il y a eu des vidéos aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça circule très vite. Il y a un ressortissant africain qui a fait une vidéo en Ukraine et qui disait « Regardez les conditions dans lesquelles nous nous trouvons ». Cette même fédération polonaise qui demande à la Fédération internationale de football d'exclure la Russie parce que la Russie est en guerre avec l'Ukraine, aujourd'hui, ce ressortissant a fait une vidéo et disait qu'il était qualifié de seconde zone, c'est-à-dire que c'était un ressortissant de seconde zone aujourd'hui. Il y a du racisme, même en temps de guerre du côté de la Pologne, qui milite pour que la Russie soit exclue. Donc il y a vraiment du deux poids, deux mesures, et aujourd'hui on ne comprend pas si vraiment ce sport, et comme l'a dit tout à l'heure M. Neril, le sport et la politique n'ont jamais fait bon ménage. Pour moi, tout ce qui est bon dans le sport n'apporte rien en termes de guerre. Voilà, c'était le coup de gueule de Sidi Ahmed Radissal, et on enchaîne avec la question du jour. Alors, on a débuté avec l'équipe nationale mazienne, on va terminer avec l'équipe nationale. La question du jour, on s'est dit, dans quel compartiment de jeu Jamel Belmadi pourrait apporter des changements? D'autant plus, puisque vous avez lu les comptes rendus de la conférence de presse, il a dit, avant le tournoi avec les joueurs, on avait discuté, on s'est dit, s'il y a de bonnes choses, de mauvaises choses, bon, il pourrait y avoir des changements qui pourraient intervenir. Il n'a pas tout changé, mais à un ou deux éléments près. Alors, selon vous, Mazienne, sur ce que vous avez vu aujourd'hui, durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, hein, bien évidemment. Enfin, je crois que déjà, en défense, même durant la Coupe d'Afrique des Nations, déjà, il avait du mal à stabiliser une défense avec les mêmes joueurs. Donc je suppose que dans ce compartiment-là, il va peut-être Tant plus que ce y avoir des changements. Quoique, changement non, mais je veux dire, les joueurs sont dans le groupe, mais peut-être composés autrement. Au milieu de terrain aussi, durant la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée au Cameroun, on avait vu aussi il cherchait un milieu de terrain complémentaire. Et on a eu du mal à l'avoir parce que les joueurs
qui était censé occuper ces postes-là n'était pas dans une forme qui leur permettait dans la meilleure forme. Donc là aussi, probablement, il va réfléchir un peu. Moi, je vais vous poser la question autrement. Je vais vous donner des noms. On parle de compartiments, là, parce qu'il y a des défaillances. Attal ne sera pas là, on le sait. Donc là, on parle de Zedatka. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il joue au Clermont Foot. Passeur décisif cette semaine. Oui, contre Marseille. Je l'avais vu jouer contre le PSG. Oui, je connais. Il fait d'excellentes prestations. On parle du retour de 2 joueurs qui connaissent la sélection. Nabil Bentaleb et Riyad Boudbouz. Et Jamel Belmadi avait parlé d'Andy Delors. Et il avait aussi évoqué le cas. Non, c'est sur le clip qu'on devrait voir si on a. Il y a un clip. Si notre réalisateur. Andy Delors, il revient pas. Andy Delors, ça c'est sûr. On laissera Belmadi nous donner la réponse. Un problème avec Belmadi. Il n'y a pas de problème avec Belmadi. C'est l'équipe nationale d'Algérie. Elle m'appartient pas moi. J'en suis responsable, j'en suis truc, mais j'en suis garant pour l'instant de ses valeurs et des performances que tout le monde attend. Mais elle m'appartient pas. Je suis juste au service du pays, moi, au service de l'équipe nationale. Donc j'ai aucun problème avec Andy Delors, aucun problème personnel. Donc déjà ça, on met ça de côté. On parle plus jamais de problème avec l'autre. Non, pas de problème. Une chose. Et deuxième chose. C'est pas pour. Et je sais qu'on va vite au raccourci. On n'a pas marqué de but, Djibo est des joueurs. Il n'y a pas de Zorro chez nous. Pas de Zorro, encore moins lui. Il n'y a pas de Zorro chez nous. Moi, je crois que il a exprimé tout d'une façon remarquable ce qu'est un entraîneur de foot, en fait, ce qu'est un leader d'une équipe. Quand on a pris une décision de ce type-là, c'est difficile de revenir. Si on revient dessus, on bafoue ses principes. On perd sa crédibilité. Vous tuez votre vestiaire. Ah oui, on se fait mutiler. C'est pas possible. Vous ouvrez la porte à toutes les dérives. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, parce qu'il a réagi, lui, il réagit comme l'Algérien. Je vais vous demander de synthétiser votre réponse parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On n'a pas ce côté-là. Cette décision est prise, on n'en parle plus. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que on revient toujours sur ces questions-là. On rabâche. C'est comme si on était différents. Nous, les Algériens, on est différents. On n'est pas différents par rapport à des situations précises. On réagit de la même façon. Quand il y a quelqu'un qui vous dit « moi je viens quand ça m'arrange, je vais venir », la réaction est très claire des Algériens, c'est de dire « on n'en veut pas, Allah yasahal alik ». Et lui, il le dit bien, j'ai pas de problème personnel moi avec X ou Y, mais du moment qu'on a choisi de ne pas répondre à l'appel de l'équipe nationale pour pouvoir gagner une place. Ça devrait être un sujet clos. C'est fini, on n'en parle plus. En clôture. Pourquoi on revient dessus encore ? Exactement. Maziane Iril, c'est toujours agréable de vous recevoir. C'est passé trop vite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bon vent. Merci. Plein de succès. Sid Ahmed, merci encore une fois. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bonne soirée.